Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre sixième présentation concernant notre étude sur les différentes thématiques du PM Box 7. Euh, c'est- en ce jour, nous avons la présentation du groupe 6 qui nous parlera du domaine de performance de la mesure. Alors, à cet effet, je vais donner la parole au président du PMI Côte d'Ivoire qui est présent parmi nous. En tout cas, merci encore, Président, pour ta présence parmi nous. Cela nous fait bien. Il va nous donner un petit bout et après, j'aurai la parole pour continuer la présentation. Merci. Merci, bonsoir à tous. Je vais vraiment faire court puisqu'on est là aujourd'hui pour parler de la performance dans nos différents projets. Donc, je tiens déjà à vous dire merci de vous être connectés ce soir et vous féliciter tous ces volontaires en cette journée du volontariat. Donc, vous souhaitez une bonne fête du volontariat. Pour ceux qui sont membres du PMI, ils ont sûrement reçu un mail avec un certificat pour les féliciter. Donc, je profite de l'occasion pour vous féliciter en tant que volontaire. Et cette tribune est l'une des plus belles tribunes dont dispose le PMI Côte d'Ivoire, qui a été récompensée le week-end dernier de par vos différents efforts, de par toutes les actions que vous menez. Donc, je tiens à vous féliciter encore et vous dire que c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est l'exemple parfait qu'on recherche, l'exemple de l'implication de tous les membres parce que le PMI, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas juste l'affaire d'un groupe, mais c'est tout le monde. Donc, tout le monde doit se sentir concerné, tout le monde doit pouvoir mener des initiatives qui seront bénéfiques à tous les membres. Donc, je tiens à quoi vous féliciter une fois de plus pour ces belles performances. Performance, c'est le sujet du jour. Je ne vais pas en dire plus parce que les spécialistes sont là. Ils vont sûrement nous édifier en ce soir parce que, comme c'est marqué là, ce qui se mesure s'améliore. Donc, sur ce, je vous remercie et puis bon webinaire. Merci encore, Président. En tout cas, merci encore pour tout ce que vous faites pour le PMI Côte d'Ivoire. Nous aussi, on a été très satisfaits, très encouragés de voir notre maison nous féliciter. Cela montre que le président et son bureau, ainsi que tous les membres du PMI Côte d'Ivoire, suivent de près ce que nous faisons. Et cela encore nous motive. Et ce jour, le groupe 6 encore va, dans cette optique, nous faire la présentation du domaine de performance de la mesure, qui est notre thématique 6 de ce groupe d'études de gestion de projet. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes à notre sixième thème, domaine de performance de la mesure, traité par le groupe 6. Et pour ce webinaire, je voudrais attirer votre attention sur un certain nombre de choses. Il faut vérifier si sa connexion Internet est correcte. Il faut vérifier l'une de son poste. Il faut mettre en mute quand vous n'avez pas la parole. Il faut poser des questions pour donner votre avis via le chat. Demandez à parler en live via le chat pour poser une question ou apporter des compléments d'information. Je veux vous rappeler encore que nous sommes en train de traiter juste une thématique. Donc, il y a des questions qui ne vont pas rentrer dans le cadre, qui ne vont pas aller avec le thème. Donc, excusez-nous peut-être, en inbox, on pourra peut-être débattre de ces questions qui ne vont pas cadrer avec cette thématique que nous avons traitée. Donc, je vais vous présenter tous les membres qui ont participé à l'élaboration de ce beau travail, les membres qui vont présenter. D'abord, il faut noter que le groupe 6 a été chapeauté par le coach Blaise Assilou ainsi que le coach d'Otongi. Et comme PM Project Manager, nous avons Dibé qui, en tout cas, a été encadré par Kambile Oro, notre PMO, ainsi que trois charmantes dames, Émilie, Edoxy et Poumaras. Donc, voici l'équipe qui a élaboré ce beau travail. Et par la suite,
Il nous servi une très bonne présentation. Merci. Sylvie. Merci, Olo. Bonsoir à Philippe, tous. Oui, alors, euh, voilà, nous allons vous présenter brièvement l'approche de cette présentation de ce soir. Nous aurons en entrée les prérequis et objectifs du domaine de performance de la mesure, avant d'aborder en seconde position une synthèse visuelle qui vous permettra d'avoir une vue d'ensemble du domaine de performance de la mesure. Viendra après un focus thématique qui va entrer un peu en détail sur le domaine. Et nous allons vous servir également un cas pratique sur un projet déroulé en Côte d'Ivoire avant de récapituler ce qu'il faut retenir pour cette présentation. Je passe la parole à Eudoxie pour l'entrée en jeu de cette présentation. À toi, Eudoxie. Merci infiniment, Olo et Coach Béranger. Merci également au président. Effectivement, quand on parle projet, on parle tout de suite valeur ajoutée. Et tout de suite, on fait référence au respect de tout ce qui a été défini au niveau stratégique. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, il nous faut à tout moment pouvoir mesurer. Et pour nous, la mesure de la performance d'un projet va démarrer déjà autour de quatre concepts très importants, à savoir la mesure. La mesure se définit comme étant les activités et les fonctions qui sont inhérentes à la mesure de la performance du projet et à l'engagement des actions adaptées pour maintenir une performance acceptable. Ensuite, on verra ce que c'est qu'une métrique. Donc, une métrique va permettre de décrire un projet, un attribut du produit et comment mesurer à ce projet ou à cet élément qui a été identifié. Par ailleurs, on va devoir évaluer le montant ou le résultat d'une variable qui pourra être le coût du projet, les ressources, l'effort, la probabilité, les impacts de risque, etc. Et tout ça va être piloté par ce qu'on appelle ensemble tous la référence de base. La référence de base qui est la version approuvée d'un produit qui ne peut être modifié par le biais de procédures formelles de contrôle des modifications et qui est utilisée comme base de comparaison avec les résultats réels comme le dit le PM Book. Enfin, mesurer la performance, il nous faudra quatre éléments clés, quatre prérequis. On va d'abord parler de système de création de valeur. En cela, on va définir de manière claire les objectifs du projet et les résultats qu'on attend. Il faut que cette définition-là soit SMART, comme on le dit, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et dans le temps. Ensuite, on va utiliser des indicateurs pertinents, à savoir des KPI pour pouvoir évaluer ce qu'on fait. Tout cela pour pouvoir s'aligner, comme on a dit en introduction, à la stratégie et avoir la valeur qu'on attend à la fin. On va être coaché par un plan, le plan qui va tourner autour du périmètre, de la durée, du coût, de la qualité, les ressources, la communication, les risques, etc. Et on va utiliser des outils et techniques pour collecter l'analyse, le reporting des données de performance. Enfin, les personnes qui travaillent avec nous, il va falloir qu'on les fasse monter en compétence sur les outils qu'on utilise. Et donc, on va mettre en place des processus standardisés. Tout cela, quatre objectifs. Mieux connaître l'état du projet, prendre des décisions, maintenir la performance, prévision et faire de l'évaluation. Sidibé, pour la suite, je vous remercie. Merci, Edoxy, pour ces objectifs et prérequis. Alors, nous allons vous présenter comment le domaine de performance de la mesure s'imbrique à travers les différentes phases traditionnellement connues en gestion de projet. D'abord, au niveau du lancement du projet, la phase d'initialisation, nous savons que à cette étape, nous recueillons toutes les attentes des parties prenantes, et les différentes exigences, les contraintes du projet en termes de coûts, délais, et nous définissons les hypothèses possibles. Et cela nous amène donc à réunir toute une documentation qui nous servira de base pour l'entrée en jeu de la mesure durant notre projet. Donc, cette phase correspond à ce que nous appelons la préparation de la mesure. Et quand nous rentrons au niveau de la planification,
où nous mettons en place tous les plans de management des projets requis pour le projet, le programme ou le portefeuille en question. Et à ce niveau, nous pratiquons exactement la mesure. C'est à ce niveau que nous planifions ce que nous allons mesurer dans notre projet. Donc, cette étape correspond à la création de la mesure. Et quand nous commençons la mise en œuvre de notre projet, là déjà, nous commençons à produire des livrables, que ce soit des semi-livrables ou des livrables définitifs. Nous entrons en jeu pour mesurer ce que nous sommes en train de produire, mais également pour mesurer aussi le travail du projet, les activités. Et là, nous commençons exactement le management de la mesure pour voir est-ce que ce que nous avons planifié est en train de se dérouler comme prévu. Ça, c'est la mesure qui le permet. Et après, au niveau de la surveillance et de la mesure, on ne voit pas détacher carrément de l'exécution parce que la surveillance va commencer à partir de l'exécution. Nous commençons à analyser les livrables, ce que le travail du projet est en train de produire, la conformité avec ce que nous avons défini au niveau des plans. Et là, nous mesurons réellement des écarts pour les analyser et prendre des actions qui sont appropriées. Alors, ce management de la mesure va se poursuivre jusqu'à la phase de clôture de notre projet. Et pour matérialiser l'atteinte des objectifs ou pour indiquer aux parties, aux clients que nous avons produit ce que le client attendait de nous, il faut le mesurer, il faut le prouver. Donc, c'est à travers les mesures qu'on obtient l'acceptation du produit en démontrant que le projet a livré exactement ce que le client a demandé et nous mesurons globalement les indices de performance. Est-ce que le projet même a été très efficient et performant dans sa mise en œuvre? Et nous capitalisons l'ensemble des leçons apprises à travers les données, à travers les activités de la mesure même que nous avons réalisées avant de clôturer notre projet. Et tout ça se réalise donc à travers ce processus, dans un processus d'amélioration continue qui commence depuis la préparation jusqu'à la clôture de notre projet. Et essayons de voir plus loin qu'est-ce qui se passe dans ces trois grandes étapes qui sont clôturées après ou qui sont suivies de l'amélioration continue du début jusqu'à la fin. Et nous avons parlé de la préparation. La préparation de la mesure, il y a déjà des éléments d'entrée. C'est la préparation, le fait de réunir toute la documentation requise, toutes les informations pertinentes et utiles pour définir ce que nous allons mesurer et comment nous allons mesurer cela que nous mettons au niveau de la préparation de la mesure. Et nous appelons cette étape la création de l'approche des estimations ou de l'approche de la mesure durant notre projet. Et cette approche va indiquer ce que le projet, ce que la mesure va prendre en compte dans notre projet et ce que la mesure ne prendra pas en compte. Et toutes les hypothèses et les estimations, les différentes contraintes, les techniques que nous allons utiliser en fonction du niveau de confiance que nous voulons, que ce soit un portefeuille, un programme ou un projet. Et la planification, comment nous planifions vraiment les bénéfices que nous voulons atteindre. Donc, ce sont ces éléments qui vont nous permettre et qui vont permettre essentiellement au chef de projet d'entrer en action pour la création de la mesure. Donc, via la seconde étape, et ces différents éléments vont constituer des éléments d'entrée pour la création de la mesure où il faut définir, comme l'a dit tout de suite Edoxy, il faut définir des métriques d'abord et il faut définir des indicateurs de performance qui vont nous permettre après d'apprécier si le projet est non seulement d'évoluer comme il était prévu dans la planification, mais est-ce qu'il est en train aussi de produire des résultats qui vont apporter de la valeur pour l'entreprise et pour le client. Donc, dans la création de la mesure, nous avons des estimations complètes qui vont servir de base, mais selon que le projet soit développé de manière, selon l'approche de développement ou le cycle de vie, qui vont impacter aussi vraiment cette façon d'élaborer la mesure. Donc là, nous utilisons carrément les techniques de mesure, que ce soit des techniques quantitatives, que ce soit des techniques relatives ou des techniques qualitatives, selon les niveaux de confiance, selon les données qui sont à notre portée. Donc, après la création de la mesure, nous l'avons vu que nous entrons en action à partir de la mise en œuvre du projet, donc l'exécution.
là, nous manageons exactement la mesure pour manipuler des informations, des données portant sur les livrables, mais portant aussi sur les efforts, les ressources, le temps, et pour pouvoir les comparer avec les références de base et analyser des écarts s'il y en a et prendre des actions correctives. Donc, c'est ce qui se passe au niveau du management de la mesure et qui va se poursuivre jusqu'à la clôture du projet, mais toutefois en gardant en tête qu'à chaque étape ou à chaque niveau, nous essayons de capitaliser à travers les informations réelles maintenant que nous avons obtenues dans la mise en œuvre du projet, de capitaliser et d'améliorer nos différents processus de management de projet, les différents actifs organisationnels. Pour aller plus loin et comprendre en détail ces différents éléments, je laisse la parole à Oulo pour le focus thématique. Oulo, ton micro est soumis. Alors, merci Sidibé pour cette synthèse visuelle. Au niveau du focus thématique, cette troisième partie, nous allons aborder plus dans le détail le processus de la mesure. Ensuite, nous allons aborder les éléments à mesurer et les métriques qui sont associées à ces éléments. Et enfin, nous allons vous parler de l'analyse de la valeur acquise. Alors, au niveau du processus de la mesure, nous démarrons, comme l'a dit Sidibé précédemment, par la planification. Et après, nous passons au niveau de l'exécution du travail pour produire les livrables. Et donc, à partir de ces informations, nous comprenons que le domaine de performance de la mesure a une interaction avec ces trois domaines de performance que je viens d'évoquer, c'est-à-dire le domaine de performance de la planification, du travail du projet et de la livraison. Alors, lorsque nous démarrons l'exécution de notre projet, nous allons collecter les données d'exécution issues du travail du projet que nous allons analyser à travers des outils et techniques, comparer après avec les références de base issues des plans. Et cette analyse, sinon les outils que nous allons utiliser, parmi ces outils, nous allons avoir l'audit des données pour s'assurer que les données que l'équipe d'exécution du projet a communiquées sont des données vérifiées et fiables. Et cette analyse va donner lieu à des informations de performance de notre projet. Une fois que nous avons ces informations qui nous donnent la performance de notre projet, on pourra savoir si notre projet respecte la planification initiale ou si nous sommes hors planification. Alors, ça va donner lieu, cette analyse va donner lieu à soit une mise à jour du plan de management de projet et ensuite va nous permettre de créer les rapports de performance qui seront des outils, des supports de communication vis-à-vis des parties prenantes clés du projet. Une fois que nous avons fait expliquer le processus de la mesure, il y a des éléments importants qu'il faut chercher à comprendre. Est-ce que les mesures que nous faisons tout au long de notre projet sont des mesures efficaces? Pour pouvoir déterminer l'efficacité, le niveau d'efficacité de ces mesures, il faut se référer aux métriques et aux indicateurs de performance. Donc, il faut donc s'assurer que les métriques que nous avons définies pour notre mesure sont efficaces et que les indicateurs que nous allons retenir sont des indicateurs clés de performance. Donc, l'efficacité des métriques se mesure par la pertinence des éléments que nous allons choisir de mesurer. Parce qu'il y a plusieurs éléments à mesurer, mais il faut se focaliser sur les éléments pertinents. Et ensuite, il faut s'assurer que les métriques utilisées sont adaptées à notre projet que nous sommes en train de gérer. Et enfin, l'autre aspect qu'il faut regarder dans la définition des métriques, c'est le caractère SMART de nos métriques. Il faut que ces métriques soient spécifiques, il faut que ces métriques soient également mesurables, atteignables, surtout réalistes et définies dans le temps pour qu'on puisse mieux les mesurer. Pour parler des indicateurs, des KPI, les indicateurs clés de performance, ces indicateurs sont catégorisés en deux grands groupes, les indicateurs retardés et les indicateurs avancés. Et les indicateurs retardés permettent de mesurer les livrables ou les événements clés du projet, tandis que les indicateurs avancés permettent de prédire les tendances de notre projet afin de prévenir les risques de performance du projet et prendre des mesures pour pouvoir corriger ces écarts éventuels que nous aurons identifiés.
Après que nous avons présenté tous ces éléments, il faut noter qu'il y a trois paramètres clés à prendre en compte dans la définition des métriques et des indicateurs clés de performance, notamment les exigences des parties prenantes clés du projet, les contraintes du projet et les objectifs que nous sommes fixés pour le projet. Alors, après la présentation de notre processus de mesure, nous allons regarder plus en détail les éléments que l'on peut mesurer au cours du management d'un projet. Alors, Alors, les éléments à mesurer lorsqu'on fait le pilotage d'un projet sont entre autres les ressources. Donc, on peut regarder la performance de l'utilisation des ressources, notre performance au niveau également de la gestion des parties prenantes, la performance même surtout au niveau des livrables. Est-ce que les livrables que nous produisons sont des livrables conformes à la planification? Est-ce que les livraisons respectent les délais? Est-ce que la valeur métier que nous avons définie initialement est garantie? Donc, on va essayer de regarder au niveau des ratios coûts-bénéfices et puis les retours sur investissement également. Et nous allons regarder aussi les prévisions parce que ce sont les prévisions qui vont nous permettre de voir si nous sommes en phase avec la planification et sinon, prendre des mesures correctives pour pouvoir revenir sur la bonne voie. Et enfin, il faut regarder la performance des référents de base définis pour notre projet, notamment les dates de début et de fin. Est-ce que nous sommes en train de les respecter? Les efforts sur la durée également et c'est les écarts, surtout les écarts de coût et de délai, la performance des dépenses que nous sommes en train de faire et puis le taux d'achèvement des fonctionnalités que nous avons fixés dès le départ. Quand on finit d'identifier les éléments que nous devons mesurer, que la mesure a été réalisée correctement, il faut présenter ces mesures pour que les parties prenantes puissent suivre l'évolution du projet et avoir les informations clés concernant le projet. Alors, nous allons choisir soit de présenter nos informations à travers des tableaux de bord ou à travers des radiateurs d'information ou un tableau de contrôle visuel. Ici, vous voyez l'illustration de chaque mode d'affichage et de présentation des données de mesure. Après, quand on a fini de présenter tout ça, c'est beau, mais il y a aussi des erreurs qui sont couramment commises lorsqu'on fait la mesure, surtout dans la définition des éléments tels que les métriques. Il faut s'assurer que les métriques ne sont pas définies pour être définies. Il faut prendre des métriques essentielles. Donc, on évite de définir des métriques de vanité qui vont venir polluer notre communication et qui ne vont pas faire ressortir les éléments attendus par les parties prenantes clés de notre projet. Il faut également approfondir les analyses, ne pas attirer des conclusions ou bien faire des corrélations entre deux résultats que nous avons obtenus à travers les mesures pour donner une fausse analyse. Cela risque de conduire le projet droit dans le chaos. Et après, il faut également fixer, comme on l'a dit, des métriques, identifier des métriques SMART pour ne pas surcharger l'équipe d'exécution du projet avec des objectifs qui ne sont pas atteignables. Parce que si vous avez des objectifs qui ne sont pas atteignables et que vous avez plusieurs échecs consécutifs, vous allez arriver à démoraliser votre équipe. Et donc, ce sont ces éléments, entre autres, qu'il faut regarder comme point de vigilance lorsqu'on fait la mesure. Comme on l'a annoncé au niveau de notre troisième partie, nous allons vous parler de la valeur acquise. La valeur acquise nous permet, c'est une méthode, l'analyse de la valeur acquise est une méthode qui nous permet de faire des prévisions, c'est-à-dire calculer et faire des analyses sur l'exécution de notre projet pour voir est-ce que les prévisions qu'on a faites, surtout basées sur les deux leviers importants de gestion des projets qui sont l'échéancier et le coût, sont en train d'être respectées. Alors, une fois qu'on a dit ça, vous avez les différentes formules de calcul qui sont afférentes à l'échéancier, c'est-à-dire le respect des délais, et aussi à la gestion des dépenses, les coûts. Donc, vous avez l'indice de performance des coûts qui est le CPL, et puis les écarts de coûts qui est le cost variance. Vous avez aussi le SPI qui est l'indice de performance des délais. Est-ce que nous sommes en retard par rapport à la planification ou bien nous sommes en avance ou nous respectons la planification effectuée dès le départ? Et puis, comme on a dit, les écarts de délai également. Et donc, quand vous avez ces combinaisons, on ne peut pas, en matière d'analyse de la valeur acquise, prendre une seule information concernant le délai pour tirer et faire une analyse pertinente. Pour que l'analyse soit pertinente, il faut faire un croisement de ces deux éléments qui sont le coût et le délai pour voir effectivement si notre projet avance correctement comme prévu. Donc, vous allez voir des projets qui sont en avance sur le budget, le délai, pardon, et que le budget dépensé en deçà de ce qui a été prévu.
Et vous allez à l'opposé voir des projets qui sont en retard et en dépassement de budget. En ce moment, quand vous êtes au niveau de ce point de vigilance-là, il faut s'arrêter et identifier des mesures correctives et puis prendre des actions pour pouvoir revenir sur la bonne voie. Donc voilà un peu expliquer cette matrice que vous voyez qui fait un croisement entre les données de délai et les données de coût. Après avoir expliqué tout ça, qui reste encore théorique, je vais laisser la parole à Émilie, qui va nous présenter le cas pratique pour nous aider à mieux comprendre toute cette partie théorique que nous venons de présenter. Émilie, à toi la parole. Merci, Olo, pour cette belle présentation. Le cas pratique soumis à notre étude est un projet de digitalisation des paiements dans le secteur agricole ivoirien. Olo, ça va? Oui, ça va. OK. Dans un monde où la traçabilité et la transparence sont devenues essentielles pour lutter contre le blanchiment d'argent et renforcer la digitalisation des paiements dans le secteur agricole ivoirien, représente une avancée majeure. Le projet vise à concevoir une solution de paiement numérique sécurisée et accessible pour les agriculteurs, les acheteurs et les coopératives agricoles en Côte d'Ivoire. Les principales contraintes identifiées dans ce projet sont d'une part de garantir la facilité d'utilisation et la sécurité des transactions et d'autre part d'obtenir l'acceptation de la solution par les utilisateurs finaux qui sont les agriculteurs. Ces derniers étant majoritairement des personnes non scolarisées, ont un fort besoin d'accompagnement. Les parties prenantes. Les parties prenantes que nous avons identifiées sont les agriculteurs, les coopératives agricoles, les gouvernements, les institutions financières, les fournisseurs de technologies, les sponsors et l'équipe projet. Le développement du projet de digitalisation sur une approche hybride, combinant les méthodes prédictives et itératives pour garantir la facilité d'utilisation et la sécurité des transactions. L'approche itérative concerne la création de la plateforme de paiement. L'approche prédictive prend en compte les éléments relatifs à la conception de l'architecture technique et le choix de la technologie. L'approche itérative concerne la création de la plateforme de paiement, des tests d'utilisateurs et ajustements basés sur les retours des parties prenantes, le déploiement progressif du système à travers des sprints. Les bénéfices attendus dans le cadre de ce projet sont d'améliorer la sécurité et la traçabilité financière des agriculteurs, d'encourager l'inclusion financière en facilitant l'accès aux comptes bancaires, au portefeuille électronique, de faire adopter les outils digitaux par les agriculteurs. Olo, nous allons passer à la présentation du chronogramme du projet. Le projet est planifié sur une période de 12 mois avec des jalons clés pour chaque phase. Les tâches liées aux phases d'initialisation, de planification et d'exécution sont terminées. Celles de la phase de surveillance sont en cours, tandis que les tâches relatives à la phase de clôture n'ont pas encore commencé. Nous allons procéder à la préparation et à la création de la mesure. Dans le cadre de ce projet, voici les métriques que nous avons retenues, notamment la consommation des ressources financières, le respect des délais de livraison, l'engagement des parties prenantes,
la satisfaction des utilisateurs, la valeur métier créée. Au niveau des KPI, nous avons défini la performance des coûts, la performance des délais, le niveau d'engagement des parties prenantes, le niveau de satisfaction des utilisateurs. Nos références de base sont le délai d'exécution qui est de 12 mois, le budget qui est de 50 millions avec une marge de manœuvre de plus ou moins 20% du budget. Le CPI de référence se situe entre 0,9 et 1,1. Le SPI de référence se situe entre 0,9 et 1,1. Nous avons aussi les méthodes et outils de mesure. Celles que nous avons utilisées sont les enquêtes de satisfaction, la collecte de données sur les sites, les interviews et les calculs. Et enfin, la présentation de données dans un tableau de bord. Au niveau du management de la mesure, l'analyse du VE en utilisant les 3 indicateurs suivants, la valeur planifiée, la valeur acquise et le coût réel nous a permis d'identifier un certain nombre de problèmes. Le graphique nous permet d'identifier les différents écarts de coûts et de délais causés par une implication insuffisante des parties prenantes et la réticence de certains agriculteurs à s'adapter au changement. Nous avons donc analysé ces écarts et nous y avons apporté des mesures correctives. Nous avons d'abord analysé les écarts de coûts. Un CV négatif de 2 188 315 en décembre et un CPI d'une valeur de 0,86 en mai montrent un dépassement des coûts réels par rapport au planifié et un écart de performance entre les coûts engagés et la valeur obtenue. Les mesures correctives mises en place pour les écarts de coûts consistaient à identifier les sources de dépassement pour ajuster les budgets, à utiliser les indicateurs d'alerte pour détecter rapidement les dépassements, former les équipes pour une meilleure compréhension des contraintes budgétaires. Nous allons ensuite passer à l'analyse des écarts de délai. Un SP de moins 1 320 000 en décembre, ainsi que les valeurs de SPI de 0,62 en mars et de 0,72 en mai, indiquent un retard dans l'exécution de certaines tâches. Les mesures correctives pour les écarts de délai ont été de réaliser un ajustement des priorités pour traiter les tâches critiques, d'introduire des méthodes agiles pour réduire les délais, de répartir les tâches de manière équilibrée, d'adopter des outils ou technologies pour accélérer l'exécution des tâches. La mise en application de ces mesures correctives nous ont permis d'améliorer la valeur du EAC, Estimate at Completion, qui nous permet de vérifier à tout moment si le coût du projet dépasse ou reste en deçà des prévisions initiales. Cette valeur du EAC montre une tendance décroissante. De 59 millions en juin, nous sommes passés à 52 millions. Cela reflète une meilleure maîtrise des coûts au fil du temps. Cependant, nous devons rester vigilants dans la gestion des coûts en prévoyant une marge pour les imprévus afin d'éviter des hausses du EAC pour une meilleure gestion des risques. Ces mesures nous ont également permis de réduire le coût d'achat, de corriger le retard global, de mettre en place un plan d'action d'engagement des parties prenantes. Nous allons passer à la présentation du tableau de bord. Ce tableau de bord nous montre une vue générale des données du projet, avec des graphiques sur l'état d'avancement,
l'état global du projet, l'analyse de l'EVE et les résultats d'enquête sur la satisfaction des agriculteurs. Concernant la facilité d'utilisation, 45% des agriculteurs trouvaient la solution facile à utiliser. Et sur l'efficacité du système, 65% des utilisateurs trouvaient la solution efficace. En ce qui concerne le taux de rétention des utilisateurs, 30% des agriculteurs continuent d'utiliser la solution depuis son déploiement. C'est un taux très satisfaisant pour nous à ce stade du projet. En conclusion, nous dirons que le projet de digitalisation des paiements dans le secteur agricole ivoirien a rencontré plusieurs défis, notamment des écarts de coûts et des retards. Cependant, les mesures correctives mises en place ont permis de réduire les coûts et de corriger ces retards. L'engagement des parties prenantes reste un domaine clé à améliorer le succès à long terme de ce projet. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Mamadou qui va nous présenter les points clés à retenir de notre présentation. Merci, Émilie, pour ces cas pratiques sur la digitalisation des paiements dans le monde agricole ivoirien. Nous retenons ici que le domaine des performances de la mesure fait partie des 8 domaines de performance décrits dans le PMBOK version 7 du PMI. Et il vise essentiellement à la collecte, l'analyse et l'utilisation des données afin de planifier d'abord, mais suivre aussi l'avancement et évaluer les progrès ainsi que l'impact produit par le projet. Il permet une prise de décision appropriée pour atteindre les objectifs et être aligné à la stratégie de l'entreprise. Il s'effectue tout en capitalisant sur les expériences et les données réelles qui ont été collectées afin de procéder à une amélioration continue de nos processus et de nos pratiques. Et il se réalise effectivement en 3 principales étapes, dont la préparation qui nous permet de nous préparer à comment nous allons aborder la mesure durant notre projet, et à la création proprement dite de ce que nous allons mesurer, et au management de la mesure, c'est-à-dire le recueil des informations, des données sur la mise en œuvre, sur les résultats, afin de les comparer avec les références de base et prendre des actions correctives quand il s'agit des écarts insatisfaisants. Et tout cela s'accomplit à travers, nous avons dit, des métriques efficaces, et ces métriques pourraient porter essentiellement sur les livrables ou la livraison, les parties prenantes et les ressources, ainsi que la valeur métier. Et pour ce faire, il faut aussi définir des indicateurs, des clés, des indicateurs performants dont nous avons déroulé ici les caractéristiques. Et ces indicateurs peuvent être en amont du projet pour pouvoir prédire déjà la tendance, ou des indicateurs avancés qui vont porter sur les produits qui sont déjà réalisés par le projet. Et nous utilisons des méthodes, des outils et techniques qui pourront être quantitatives, relatives ou qualitatives selon le projet, selon les données que nous avons et aussi selon le niveau de confiance que nous voulons obtenir. Et nous présentons ces données à travers des tableaux de bord ou des radiateurs d'information. Et nous avons mis l'accent sur l'analyse de la valeur acquise qui va nous permettre de s'assurer que le travail qui est en train d'être réalisé est en train d'apporter de la valeur et par rapport à ce qui a été planifié, ou de mesurer la juste valeur de ce qui a été produit. Et tout ce processus de la mesure va se dérouler avec une capitalisation des expériences et qui permettra d'améliorer de manière continue les différents processus. À ce niveau, nous allons vous remercier pour votre aimable attention et rester à votre entière écoute pour vos questions et vos différentes contributions. Je remercie toute l'équipe qui a pu produire ce travail. Merci. OK. Un grand bravo à vous pour ce travail.
malgré les contraintes de temps, les contraintes de temps causées par nos différents plannings personnels. Bravo à vous, bravo à tous ces coachs qui vous ont encadrés. Et nous voudrons te dire, Yako, à toi, Mamadou, puisque tu es le PM de ce groupe, pour ce qui est arrivé à ton pays, la Guinée. Voilà, le PMI, le président qui est connecté, ainsi que le coach Waris et tout le monde. On voudrait te dire, Yako, et dire Yako aussi au peuple de la Guinée. En tout cas, merci pour ce travail. Merci. J'ai suivi ça et j'ai vu que ce n'était pas évident pour toi, mais grâce à Dieu, tu as pu livrer avec tes autres collègues une très belle présentation. Merci encore. Alors, nous allons passer aux différentes questions. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous avons traité une thématique. Donc, les questions qui ne vont pas cadrer avec notre thème, nous allons peut-être vous prendre en ligne ou peut-être répondre bien de votre question pour une plus large compréhension. Mais ici, nous allons poser des questions qui cadrent avec la thématique du domaine de performance de la mesure. Donc, on va vous interroger pour vos questions. Il y a M. Eric Silla. M. Eric Silla, vous pouvez poser votre question. Monsieur Silla, Monsieur Silla, s'il vous plaît, vous avez le micro. PMO, en attendant, il y a des questions dans le chat. OK. OK, d'abord, Uri, avant de passer dans le chat, il y a M. Dédé Benjamin. En tout cas, merci pour votre présence, M. Dédé. Voilà, qui voudrait poser une question. M. Dédé, à vous la parole. Ok, bonsoir à tous. J'ai pris le webinaire en marche, mais j'ai compris plus ou moins tout ce qui s'est passé. En fait, ce n'est pas une question en tant que telle. Je me rends compte que euh, la mesure, le thème sur la mesure de performance réjouit pratiquement le suivi évaluation. Et tout ce qui a été présenté, surtout dans la préparation, c'est comme si on pouvait mettre en place ce qu'on appelle le plan de suivi évaluation avant de lancer un projet. C'est ce que je constate. Un plan qui définit les méthodes de collecte de données, les périodes d'évaluation et autres, quel indicateur il faut définir. Ça, c'est un. Et de deux, quand je regarde le cas pratique qui s'est passé, effectivement, je ne suis pas étonné. Dès le début, quand elle a commencé à présenter, je n'étais pas étonné qu'à la fin, les parties prenantes, ça allait être un peu plus difficile. Pourquoi? Parce qu'au niveau, c'est un constat général, hein, que ce soit ce projet ou bien dans la plupart des projets, c'est ce que je constate. L'identification des parties prenantes pose problème en milieu agricole ou bien en milieu rural, le plus souvent. Comme on a dit, agriculture, donc on se dit ce sont les agriculteurs qui sont parties prenantes ou bien les bénéficiaires ou les acheteurs. Mais ce que les gens oublient le plus souvent, en milieu rural ou en milieu agricole, les plus gros parties prenantes qu'on doit mobiliser, ce sont les décideurs locaux. C'est très important. Quand j'ai vu dans la répartition, les décideurs locaux ne sont pas dedans. Et ça, ils influencent beaucoup la décision des agriculteurs. Quand je parle des décideurs locaux, c'est le chef de village,
très importantes qu'il faut mobiliser. Imaginez si les chefs de village sont mobilisés, les agriculteurs suivent le plus souvent de façon automatique, que ce soit les chefs de village. Si c'est dans certaines régions où on parle de casse, donc ce sont les leaders locaux ou bien les leaders sur le plan rural qui sont là. Ça peut être les présidents des jeunes ou bien les présidents des mutuelles, des associations, ainsi de suite. Et quand j'ai vu, je savais qu'il allait avoir problème, parce que le plus souvent, les agriculteurs sont illettrés et ceux qui peuvent mieux les mobiliser, ce sont les décideurs locaux. C'est sur ça que ce n'est pas des questions, mais c'est plutôt des contributions. Je vous remercie. OK, merci beaucoup, Monsieur Dédé, pour votre contribution. Merci beaucoup. Et nous avons pris note de tout ce que vous aviez dit. Alors, Olo et Mamadou, ainsi qu'à toute l'équipe, on a quelques questions que je vais tenter de lire et vous allez apporter des éléments de réponse. D'abord, c'est la question de Monsieur Mamadou Bey qui dit pourquoi dans ce cas pratique, on ne peut pas utiliser uniquement l'approche itérative. Donc, Monsieur Mamadou Bey demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé uniquement l'approche itérative, on a utilisé itérative et l'approche prédictive. Merci. Merci Sylvie pour cette question. Comme l'a expliqué Émilie, nous sommes dans une organisation qui n'a pas encore la maturité des approches adaptatives. Et donc, dès le départ, ils avaient opté déjà à partir avec l'approche prédictive pour un certain nombre d'éléments. Et une fois qu'ils ont été confrontés, c'est ce que Émilie a dit quand elle faisait sa présentation, ils ont commencé à dérouler le projet selon une approche et au cours du projet, ils ont identifié des écarts. Et parmi les actions à mettre en œuvre pour pouvoir régler ces problèmes d'écart-là, ils ont changé de stratégie. Donc, ça voudrait dire que cette méthodologie qu'ils n'avaient pas utilisée dès le départ, ou bien l'approche qu'ils n'avaient pas voulu utiliser dès le départ, ils sont revenus à la fin pour pouvoir gérer une partie du projet avec l'approche itérative. Et donc, c'est un peu une adaptation. Effectivement, dès le départ, dans le choix de l'approche de développement, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Il y a la maturité même de l'organisation et de l'équipe projet à adopter telle ou telle méthode. Et donc, s'ils ont choisi d'utiliser la méthode prédictive, ça voudrait dire que l'équipe même de management de projet était plus à l'aise avec cette méthode. Et à la fin, il a fallu changer de stratégie et ajouter à cette méthode-là une approche itérative pour pouvoir gérer un certain nombre d'éléments dans le projet pour être efficace. Donc, je crois que cela même a dû coûter aussi, a dû engendrer des coûts parce qu'il fallait faire une mise à niveau des membres de l'équipe. Et donc, c'est ce qui a en partie impacté les dépassements aussi de coûts. Voilà, donc voilà un peu ce qui explique, comme on l'a dit, un projet, avant d'adopter une méthodologie, il faut s'assurer qu'on a tous les éléments pour pouvoir aller au bout de cette méthode-là. OK. Merci beaucoup, Olo, pour la réponse. J'espère que Monsieur Mamadou Bey est satisfait de la réponse. Il y a encore une question. Je vais prendre une avant-dernière question. Voilà, une avant-dernière question parce que le temps qui nous est imparti est presque à son terme. Donc, il y a M. Lamine Sanoko qui dit, dans l'exemple pris, il n'est pas présenté de façon claire le suivi de la partie itérative du projet. Est-ce les mêmes indicateurs qui sont suivis lors des sprints? Je ne pense pas. Je peux Béranger, répondre à cette... oui. Sidibé, Oui, est-ce donc, que... effectivement, je voulais juste passer la parole OK. à Edoxy. Edoxy, Vas-y. Oui. Edoxy, tu peux répondre. Oui, merci beaucoup. Donc, en effet, effectivement, dans l'exemple pris, l'approche itérative a été très bien présentée. Je ne sais pas s'il y a possibilité de passer la slide sur la roadmap.
Voilà, la roadmap qui a été présentée a repris dans le détail l'ensemble des tâches et des sous-tâches qui ont constitué cette partie-là. Et c'est d'ailleurs sur cet exercice-là que l'ensemble du cas pratique s'est appuyé pour générer toutes les informations qu'on a eues par la suite, en fait. Voilà. Ok, merci Merci, beaucoup, Doxy. Edoxy. Et comme je vous le disais, hein, c'est un travail qui devrait peut-être, si on veut aller en profondeur, peut-être se tenir sur 6 mois pour cette seule thématique, ou bien même 4 mois, mais on l'a fait en 2 semaines. Donc, soyons sûrs que nous avons produit l'essentiel. Nous avons produit l'essentiel et nous avons voulu faire un travail de qualité. Donc, on ne peut pas donner toutes les informations parce que le temps même qui nous a été donné ne peut pas couvrir cette thématique. Mais quand même, l'équipe a fait l'effort de présenter tout ce qu'elle devait présenter. Merci et merci, Doxy, pour cette réponse. Alors, nous allons prendre la dernière question pour finir avec cette série de questions. Il y a Monsieur Mouy. Monsieur Mouy qui voudrait poser une question. Monsieur Mouy, vous avez la parole. Allô? Oui, Monsieur Mouy, vous avez la parole. Oui, oui, D'accord. on vous entend. Non, non, c'est pas une question, hein. En fait, c'est pour féliciter l'équipe, hein, parce que il y a une personne tout à l'heure qui a parlé de suivi-évaluation. Et il y a des projets à coût de milliards de budget qui malheureusement n'utilisent pas la valeur acquise en termes de mesures de performance. Alors que c'est au cœur vraiment du suivi d'évaluation et au cœur vraiment de la gestion efficace quand même des projets. Et je pense que évoquer la valeur acquise dans un projet, comme elle a dit, à peine 50 millions, et c'est vraiment un exploit et je tenais vraiment à vous remercier. Ouais, merci. Merci beaucoup. Mais, Monsieur Mouy, une précision. Est-ce que c'est le docteur Mouy? Oui, 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 c'est moi, oui, c'est moi. Ok, ok. Merci beaucoup, docteur. Merci. 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 Ok, bon, pour les autres questions, nous avons déjà notre temps qui nous a été imparti a été et donc on va essayer de répondre à ces questions-là peut-être en une bosse sur notre plateforme. Donc, je tenais à remercier le groupe 6 qui a fait une très belle présentation et aussi vous dire que nous sommes à notre avant-dernière présentation, bien avant de passer la parole à notre coach Waris qui va nous donner je voudrais dire l'étape suivante pour cette série d'études. Merci à tous et à toutes. Coach Waris, vous avez la parole. Merci Béranger. Donc, merci à l'équipe présentatrice et félicitations à l'équipe. Merci également aux intervenants, au président du PMI, voilà, pour sa présence. Je note quand même près de 65 à 70 personnes qui ont suivi ces travaux-là. Et donc, on aura, je crois, la semaine prochaine, c'est bien ça, hein, au lot. Donc, on va jusqu'au 12. Oui, On le aura 12, oui. le tout dernier, voilà, le tout dernier travail, voilà, qui va être présenté. Je pense qu'on va traiter de tout ce qui est process. Donc, c'est le guide des processus de management des projets, donc, qui est venu en annexe, on va dire, sur le PMBOK 7. Voilà, pour rappeler un peu après tout ce qui est approche, méthode de conduite des projets, les domaines de connaissances, vraiment, voilà, pour dire un peu. Et c'est vrai, lorsque le PMBOK 7 il est sorti, beaucoup ne se sont pas retrouvés et puis beaucoup de confrères, etc., voilà, trouvaient que ben, la partie 6 était plus explicative. Je pense que maintenant, on a carrément switché et on a fait ce complément-là sur le guide des processus. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment à l'équipe qui va devoir intervenir, vraiment de faire un ramassé, voilà, mais de nous présenter quelque chose pour donner la compréhension et porter on va dire, à tout le monde que voilà, il y a quand même quelque chose qui existe. Et puis, comme on sait le faire,
de trouver des cas pratiques, hein, qu'on essaie peut-être d'adapter pour montrer aux uns et aux autres comment est-ce qu'aujourd'hui PMBOK et puis un ensemble de connaissances profitent, hein, voilà, à ce qu'on est en train de faire en gestion des projets. Ça permet aussi à ceux qui s'investissent dans ces travaux-là d'approfondir leurs connaissances. Voilà, au-delà des certifications, etc., que nous prenons, c'est vraiment pour dire aussi que voilà, il y a des choses qui sont possibles à faire avec vraiment tous ces professionnels-là. Voilà, je pense que ça va être notre dernière prestation de l'année. On aura démarré ce projet-là depuis janvier avec une étude, un cadrage et tout. Et puis, je pense on a déjà depuis juin posé les bases avec un kick-off qu'on a officiellement après lancé avec d'autres éléments, d'autres jalons depuis juillet. Donc, il y a en tout, je ne sais plus combien d'équipes, mais je sais on a fusionné quand même près de 17 voilà, 17 groupes pour, voilà, pour un nombre de personnes d'environ 70 à 75 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied, dont je profite pour les remercier parce qu'à à la clé, on a eu également un prix. Voilà, j'en ai pas parlé au début, donc c'est vraiment pour dédier ce prix-là à tout le monde et puis de dire continuez vraiment à vous investir dans la connaissance. On a beaucoup de choses à partager dans le domaine du management des projets. Merci au docteur Mouy et puis à M. Benjamin Dédé, qui sont quand même des experts que je suis et voilà, qui ont quand même été présents aujourd'hui. Merci. Et puis, Olo, voilà, je pense que je n'ai pas d'autres mots à rajouter. OK. Merci. Merci à toi aussi, coach Waris. Nous notons que le coach Waris est le coach leader de ce groupe d'études, ainsi que d'autres coachs comme le coach Larson et le coach Blaise, ainsi que d'autres coachs sur ce groupe-là. Alors, merci beaucoup au président du PMI, merci au docteur Mouni, merci M. Dédé, merci à toutes ces personnes qui se sont connectées pour suivre cette très belle présentation du groupe 6. Nous vous donnons encore rendez-vous le 12 pour la présentation du groupe 7.